Dans cette vidéo, nous allons étudier le lien entre le niveau de qualification et l'emploi. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est la qualification. Alors en fait, la qualification correspond tout simplement à l'ensemble des aptitudes acquises par un individu, que ce soit en termes de savoir, par exemple des connaissances qu'il a pu accumuler au fil du temps, ou de savoir-faire, donc autrement dit des compétences qu'il a pu également accumuler. Alors on va distinguer deux types de qualifications. D'un côté, la qualification individuelle, c'est l'ensemble des compétences possédées par un individu grâce à sa formation initiale, autrement dit les diplômes qu'il a pu accumuler, grâce à sa formation continue, cela peut être des formations, des stages qu'un individu effectue alors qu'il travaille déjà en entreprise, ou plus simplement des compétences qui vont découler de l'expérience que l'individu a pu accumuler au fil du temps en exerçant un métier donné. On distingue également la qualification dite des emplois, qui correspond à l'ensemble des qualités exigées par l'employeur qu'un individu doit avoir pour occuper un poste donné. Plus simplement, ce sont donc toutes les compétences nécessaires pour pouvoir exercer un métier donné. Alors d'un point de vue théorique, on parlera de préférence de capital humain. Dans ce cas, donc, on considère, en tout cas en s'appuyant sur les travaux de Lucas, que le capital humain donc correspond au stock de connaissances valorisables économiquement et incorporées aux individus. Autrement dit, le capital humain, c'est tout simplement l'ensemble des connaissances, des compétences que vont posséder les individus et qui vont leur permettre d'être efficaces, qui vont leur permettre d'être productifs. Lucas va d'ailleurs distinguer le capital humain qui est issu d'une démarche volontaire, c'est ce qu'il appelle le schooling, autrement dit c'est la formation, et le capital humain qui, quant à lui, ne découle pas d'une démarche volontaire, qui est tout simplement le fruit de l'expérience que peuvent accumuler les individus au fil du temps en répétant des mêmes tâches. Dans ce cas-là, il parlera de learning by doing. Alors un stock de capital humain élevé présente un certain nombre d'avantages, que ce soit pour le travailleur ou pour l'entreprise. Au niveau du travailleur, il faut savoir que si un individu, par exemple, a réussi à accumuler des diplômes, eh bien il pourra trouver un travail plus facilement. Donc autrement dit, il pourra plus facilement trouver un emploi stable, et il sera moins exposé au risque de chômage. Un individu qui aura un niveau de formation élevé pourra plus facilement également exercer un poste à responsabilité, que ce soit un poste d'encadrement, de management, etc. Ce qui lui procurera bien évidemment un meilleur statut social. Par ailleurs, le fait d'accumuler en fait des diplômes, d'avoir un niveau de formation plus élevé, va également permettre d'accroître les perspectives en matière de rémunération. Autrement dit, l'individu pourra prétendre à un salaire plus élevé. Il faut savoir qu'une année d'études supplémentaires augmente de 5 à 15% le revenu des individus. Alors si on se place au niveau des entreprises, eh bien en fait un stock de capital humain élevé va tout simplement accroître l'efficacité, la productivité des travailleurs, donc globalement de l'entreprise. Et une entreprise plus productive, c'est une entreprise qui peut plus facilement dégager des profits et également faire face à la concurrence. De la même manière, si les travailleurs constituent un stock de capital élevé, ils pourront plus facilement être à l'origine d'innovations au sein de l'entreprise, que ce soit des innovations de procédés, sur par exemple de nouvelles façons de produire un bien donné, ou alors des innovations de produits, en permettant donc l'émergence de nouveaux biens qui seront par la suite commercialisés. Ce qui permettra de toute façon, globalement, bien évidemment, toujours d'avoir des conséquences positives sur l'état de santé de l'entreprise, sur son niveau de profit. Enfin, si le stock de capital humain présent dans l'entreprise est élevé, eh bien en fait, les travailleurs pourront plus facilement s'adapter aux mutations, aux évolutions technologiques, aux transformations dans l'organisation de l'entreprise. Il faut bien avoir en fait conscience que le capital humain constitue un investissement, d'ailleurs on parle d'investissement immatériel, et qu'en fait, en investissant dans le capital humain, que ce soit au niveau du travailleur, sur sa formation initiale, en accumulant des diplômes, ou en jouant sur la formation continue, ou alors au niveau de l'entreprise, en permettant à ces travailleurs de pouvoir bénéficier de formation continue, dans les deux cas, que ce soit le travailleur ou l'entreprise, ces agents économiques pourront bénéficier à terme d'un retour sur investissement. On voit dans le cas présent que nous sommes en présence d'une augmentation en fait de la proportion de bacheliers, puisqu'entre 1980 et 2016-2017, la part de bacheliers dans une génération donnée est quand même passée de 25% à presque 80%. On voit donc que l'on a de plus en plus de bacheliers, on voit donc que globalement le niveau de formation a tendance à
augmenter. Alors, quel lien y a-t-il entre le niveau de diplôme et l'accès à l'emploi? Alors, bien évidemment, le taux de chômage a tendance à diminuer au fur et à mesure que le niveau de diplôme augmente. On le voit d'ailleurs, si l'on compare par exemple le taux de chômage des actifs non diplômés et le taux de chômage des actifs qui sont titulaires d'un diplôme supérieur à Bac+2, on voit bien que dans le premier cas, le risque de chômage est important. Il est même d'ailleurs de plus en plus important, alors que dans le deuxième cas, le taux de chômage est bien moindre et il n'augmente pas véritablement. Ce sont de faibles fluctuations aux alentours des 5%. Si l'on regarde les actifs qui sont non diplômés, ils avaient un taux de chômage d'environ 7% en 82 contre un taux de chômage de 18% même presque, on va dire 17% en 2012. Si l'on regarde les actifs qui sont titulaires d'un diplôme supérieur à Bac+2, globalement, ils ont un taux de chômage d'environ 4 à 7-8% grand maximum. La plupart du temps, ils sont aux alentours des 5-6%. Donc on voit bien qu'avoir un niveau de diplôme un peu plus élevé permet d'avoir une certaine protection contre le chômage, même si ce n'est pas une armure infaillible, bien évidemment, il n'y a pas 0% de taux de chômage chez les diplômés, chez les individus qui ont un diplôme supérieur à Bac+2, mais malgré tout, on se rend compte que cela protège quand même énormément contre le risque de chômage, et que cela protège même de plus en plus, puisque quand on regarde à partir de 2007-2008, ce qui correspond à la crise des subprimes, on se rend compte qu'en fait, les individus qui n'ont pas, les actifs qui n'ont pas de diplôme ont un risque de chômage qui est de plus en plus important dans le temps en fait. Si on rentre dans le détail des diplômes, on voit bien qu'effectivement, les individus qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont qu'un brevet des collèges, ont quand même une probabilité d'être au chômage qui est entre 15 et 17%, alors que quand le niveau de diplôme augmente, et qu'on arrive à un diplôme supérieur à Bac+2, on a, comme on l'a d'ailleurs vu dans le graphique, un taux de chômage qui est seulement de 5-6%. Donc vraiment, le diplôme protège contre le risque de chômage, ça c'est évident. De plus, l'accès à des postes à responsabilité va augmenter au fur et à mesure que le niveau de diplôme s'élève. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si l'on a réussi à accumuler des diplômes, la probabilité que l'on trouve un job à responsabilité, un job d'encadrement, cette probabilité a tendance à augmenter, tout simplement. Si vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur long, vous avez une plus grande chance de trouver un emploi, alors quand vous aurez terminé vos études 1 à 4 ans après, on va dire, de trouver un emploi de cadre et profession intellectuelle que si vous n'êtes titulaire que d'un CAP, BEP ou éventuellement d'aucun diplôme. On le voit dans le tableau, effectivement, si l'on regarde les individus qui sont titulaires d'un diplôme, donc du supérieur long, alors supérieur long en général c'est Bac+3 et davantage, eh bien ces individus qui ont terminé leurs études depuis 1 à 4 ans seront dans 42% des cas des cadres et professions intellectuelles, et dans 41% des cas des professions intermédiaires. Inversement, si on regarde les individus qui par exemple n'ont qu'un brevet ou aucun diplôme, et qui sont sortis donc de formation initiale depuis 1 à 4 ans, dans 31% des cas, ils seront ouvriers non qualifiés. Dans 31% des cas, ils seront employés non qualifiés. Donc on voit bien que poursuivre des études, ça permet quand même d'accroître considérablement la chance, la possibilité en fait d'exercer un emploi avec bien évidemment un niveau de responsabilité élevé et de se retrouver en haut de la pyramide. Alors, le niveau de diplôme et le niveau de rémunération sont bien évidemment étroitement reliés. Le niveau de salaire a tendance à augmenter parallèlement en fait au niveau de diplôme. On le voit à travers le tableau suivant. Si l'on regarde le salaire médian, que je préfère toujours privilégier par rapport au salaire moyen, qui lui est un petit peu faussé, on se rend compte tout simplement que dès l'instant où les individus accumulent des diplômes, le salaire médian a également tendance à augmenter, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, même si on a des différences évidemment hommes-femmes, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, on se rend compte que un diplômé de l'enseignement supérieur long aura toujours un salaire médian, peu importe la tranche d'âge, qui sera en fait plus élevé que ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur court, et a fortiori encore plus élevé que ceux qui sont titulaires d'un bac, d'un CAP, BEP ou éventuellement sans diplôme. Et si l'on remarque bien, cet écart a tendance à s'accroître dans le temps. Si je regarde les jeunes de 15-24 ans, si je regarde les hommes de 15-24 ans, qui sont titulaires en fait d'un diplôme de l'enseignement supérieur long, on se rend compte que le salaire médian est 1500 €, contre 1300 s'ils ont un CAP BEP. Donc là, c'est vrai que l'écart est relativement faible. Par contre,
Si je regarde 20 ans plus tard, entre 35 et 44 ans, les hommes qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long auront en fait un salaire médian de 2 950 €, alors que ceux qui sont atteints CAP-BEP de seulement 1 700 €. Et à 45-54 ans, l'écart est quasiment du simple au double en fait. C'est dans le temps que les écarts ont tendance à s'accumuler, hein. Alors sachant que c'est vrai qu'il convient un petit peu de nuancer dans la mesure où il faut savoir déjà que les salaires vont varier d'une région à une autre. Si on est en région parisienne, on est mieux payé que si on est ailleurs en France. Également si vous travaillez à l'étranger, vous êtes expatrié. Il faut également savoir qu'en fonction du secteur dans lequel on va travailler, le niveau de rémunération ne sera pas le même, hein. Vaut mieux travailler dans le secteur où il y a de la production plutôt que dans les services, hein. Dans le premier cas, on est un peu mieux payé quand même. En plus, il y a des débouchés qui sont à éviter, et inversement, il y a des filières qui sont très porteuses. Ça veut dire qu'en fait, accumuler des diplômes, c'est bien, puisqu'on a vu que statistiquement, quand même, ça tirait la rémunération, ça tirait le salaire vers le haut, mais ça ne marche pas toujours. Parce qu'il y a des débouchés qui sont complètement saturés, ce qui veut dire qu'il faut mieux en fait éviter de se diriger vers certaines filières de l'enseignement. Enfin, nous allons voir le lien donc entre l'origine sociale et le niveau de qualification. Alors bien évidemment, et malheureusement d'ailleurs, l'origine sociale a un impact sur le niveau de formation des individus, hein. Les individus qui sont issus de milieux aisés, hein, par exemple les individus qui ont des parents cadres, profession intellectuelle supérieure ou profession intermédiaire, ont une plus grande probabilité d'avoir un niveau de diplôme élevé. Inversement, les individus qui sont issus de milieux populaires, qui auront par exemple des parents ouvriers, des parents employés ou agriculteurs, ils auront une plus faible probabilité d'avoir un niveau de diplôme élevé. On peut le voir effectivement, ne serait-ce qu'au niveau du baccalauréat. On voit que la probabilité d'avoir le bac est beaucoup plus élevée si l'on est enfant de cadre, enfant de profession intermédiaire ou éventuellement d'indépendant. Et inversement, la probabilité d'obtenir le baccalauréat sera beaucoup plus faible si l'on est un enfant d'ouvrier ou un enfant d'employé. On a quand même des écarts qui sont non négligeables. Même si globalement, dans le temps, on se rend compte que la probabilité d'avoir le baccalauréat a globalement augmenté, peu importe l'origine sociale. Après, il faut rentrer dans les détails, parce qu'il y a plusieurs types de baccalauréat, et en fait, le baccalauréat est également étroitement relié à l'origine sociale des individus. Si par exemple vos parents sont cadres profession intellectuelle supérieure, il y a plus de chances que vous vous dirigiez vers un bac général. On le voit dans le cas présent avec le tableau donc. Si vous êtes plutôt d'origine ouvrière, vous vous dirigerez de préférence vers un bac professionnel. Donc on voit que certes d'un côté on a plus de bacheliers, hein, toute origine sociale en fait, mais premièrement déjà on a vu qu'en fonction de l'origine sociale, la probabilité d'avoir le bac avait tendance à varier, et ensuite si l'on rentre dans le détail, parmi les individus qui ont le bac, on se rend compte qu'en réalité ils n'auront pas le même. Or malheureusement on sait qu'il existe une certaine hiérarchie entre les différents bacs qui existent. Certains bacs permettant d'ouvrir de nombreuses portes après le baccalauréat, et d'autres en permettant d'ouvrir un peu moins. Dans l'enseignement supérieur, on remarque également bien évidemment qu'il y aura un lien entre l'origine sociale et le niveau de qualification, puisque les étudiants qui seront le plus présents dans en fait les établissements prestigieux, les études prestigieuses telles que les écoles d'ingénieurs, les classes prépa, les écoles de commerce, et bien en fait ce sont souvent des étudiants qui sont d'origine cadre sup. Autrement dit, si vous êtes issu d'un milieu social plutôt favorisé, plutôt élevé, eh bien en fait, vous aurez une plus grande probabilité d'effectuer des études longues et prestigieuses. Inversement, si vous êtes issu d'un milieu populaire, vous aurez une plus grande probabilité d'effectuer des études courtes et moins prestigieuses, comme par exemple des BTS. On le voit dans le cas présent donc pour les enfants d'ouvriers. Alors après, évidemment, ce ne sont que des statistiques, que des tendances. Si vous voulez un petit peu davantage approfondir les raisons justement qui peuvent expliquer les inégalités finalement face à l'école, eh bien, je vous invite à aller sur la vidéo intitulée Les déterminants de la mobilité sociale et plus spécifiquement à bien regarder donc les raisons évoquées par Bourdieu et par Boudon. Vous comprendrez de cette manière-là un petit peu mieux pourquoi et comment l'origine sociale est finalement à l'origine d'inégalités scolaires.